Bonjour à tous. J'espère que votre ventre ne gargouille pas encore de trop et que vous êtes prêts à m'écouter parler de serverless, des nouveautés serverless en particulier. On va voir ce que c'est que ça sur Google Cloud Platform. Parce que moi, je travaille chez Google, je suis développeur advocate. Donc, j'aime bien présenter sur ces technologies-là. Sur Google App Engine, Cloud Functions. On va découvrir tout ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, Google Cloud Platform, donc c'est la solution, l'offre de produits, services, etc., cloud de Google. Il y a tout plein de choses. On a des data centers partout dans le monde. On a nos propres fibres optiques, câbles sous-marins entre les continents pour être sûr d'avoir un réseau super. Et en fait, les produits que vous utilisez pour le cloud dans Google Cloud Platform, c'est aussi ça utilise finalement la même infrastructure, réseau, les data centers, etc., que quand vous utilisez votre Gmail, quand vous utilisez Google Search, etc. C'est la même qualité, la même infrastructure que vous avez là-dessous. Donc Google Cloud, il y a beaucoup de choses. Donc si vous êtes intéressé par du machine learning, là tout à l'heure on a même un talk là sur le machine learning, la Vision API, etc. On a beaucoup de sujets intéressants là-dessus. On a des différents types de bases de données, que ce soit du bon vieux relationnel ou des choses genre des bases de données NoSQL. On a plein de choses pour le big data. Et moi, je vais me focaliser plutôt sur cette partie-là, Compute. Donc, c'est tout ce qui vous permet de faire tourner vos applications, votre code sur Google Cloud Platform. Et je vais zoomer encore plus sur App Engine et Cloud Functions, et puis d'autres nouveautés dont je vais vous parler, qui est l'approche serverless de faire tourner votre code. Et serverless, on peut se dire, bah voilà, je vous présente les nouveaux data centers serverless de Google Cloud, parce que si c'est serverless, il n'y a pas de serveur. Bon, évidemment qu'il y a des serveurs. Bon, cette blague, elle est un peu réchauffée, tout le monde l'utilise, mais l'idée du serverless, c'est en fait de se focaliser sur votre code, vos applications, et que tout ce qui est l'infrastructure derrière, les serveurs, vous n'avez pas besoin de provisionner des machines, des clusters ou je ne sais quoi. C'est fait pour vous par la plateforme. Donc pas de serveur. Donc là j'ai un petit prisme en quelque sorte pour voir représenter et illustrer les caractéristiques du serverless. Donc pas de serveur et d'infrastructure à gérer d'un niveau au mode opérationnel, on va dire. Tout ce qui est sécurité, c'est aussi Google qui s'en occupe en dessous. Donc des images sécurisées, d'OS, etc., qui sont vraiment fine-tunées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Un autre aspect très important, c'est l'aspect, en fait, on paye pour ce qu'on utilise réellement. Donc même s'il n'y a personne qui utilise votre application, ça vous coûtera 0. Et si vous avez 1 million d'utilisateurs qui utilisent votre application, bah là vous paierez proportionnellement finalement à l'utilisation qui est faite de votre application. Donc ça c'est plutôt sympa. Après, on a différents modes, on va dire, de programmation, donc plus orienté service, microservices, en particulier App Engine, c'est assez sympa pour ça, pour même au sein d'une même application avoir différents services et différentes versions de services. C'est très raffiné comme modèle. Il y a aussi l'approche orientée événement, particulièrement si vous utilisez Google Cloud Functions, où on peut réagir. Par exemple, il y a une nouvelle image qui est stockée dans Google Cloud Storage et hop, je veux que ma fonction soit invoquée. J'ai des messages qui passent sur PubSub, donc Publish, Subscribe, système de messagerie, et ben, je peux réagir avec une fonction. Et j'ai rajouté le petit cadenas ouvert là, pour dire qu'on essaie d'avoir une approche ouverte pour éviter le lock-in, même si évidemment on a nos propres types de bases de données qui sont spécifiques à Google Cloud Platform. Mais ce qu'on cherche autant que possible, c'est pas de locker les gens dans notre plateforme. On veut que les gens puissent prendre leur code et également le mettre ailleurs. Et voire même la plateforme en elle-même pouvoir la mettre ailleurs. Mais je vous en dirai un petit peu plus pourquoi j'insiste sur ce thème d'ouverture.
Donc, un petit peu le spectre de ce qu'on a chez Google Cloud, et on va dire pas que, parce que par exemple, je mentionne Kubernetes. On a des choses qui sont très complètement managées par le provider cloud, jusqu'à des choses qui sont managées plus par sa propre équipe. Et c'est là où on va voir qu'on a des nouveautés. Donc, ce qui est complètement managé par Google Cloud, ça va être Google. Là, on les voit ici sur la gauche. Je ne sais pas si on voit le petit curseur, si on ne le voit pas très bien, mais donc là, on a App Engine et Cloud Functions, sur lesquels je me focaliserai beaucoup dans cette présentation. Après, on a complètement de l'autre côté, mais qui peut vous permettre aussi de faire tourner vos propres solutions serverless, mais sur votre cluster, par exemple Kubernetes. Mais là, par contre, c'est vraiment votre IT, vos équipes Ops, etc., qui vont gérer ça. Et on a des nouveautés justement là-dessus avec des projets open source qu'on a lancés. Mais ça, j'en parlerai plus à la fin. Donc là, moi, je vais me focaliser sur App Engine. App Engine, pour moi, c'est une solution de type PaaS, Platform as a Service. C'est un petit peu l'ancêtre du serverless, parce que ça fait plus de 10 ans que App Engine existe. Et qu'on a, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui utilisent Snapchat, genre ici dans la salle? Personne? Non, il y a genre une main, trois mains qui se lèvent. Bon, par exemple, Snapchat, qui est utilisé par des millions, apparemment pas par vous, mais par des millions de personnes dans le monde, ils utilisent quand même App Engine. Donc on peut se dire que ça doit se caler quand même de manière assez sympathique. Donc, qui vous permet de déployer vos applications, en particulier donc tout ce qui est un frontal web ou back-end qui répond à des requêtes HTTP, c'est vraiment top, App Engine, pour utiliser, pour déployer votre code. Cloud Function, je l'utilise plus peut-être justement pour des choses orientées événements, comme je disais tout à l'heure, des messages PubSub, des nouveaux fichiers qui arrivent. Donc, dans l'un, on se focalise l'unité de déploiement, ce qu'on développe, ce qu'on pousse dans le cloud, ça va être l'application, tandis que l'autre, c'est des fonctions, donc avec un scope plus restreint. Donc, on répond à des requêtes avec App Engine, et on peut aussi répondre à des requêtes HTTP avec Cloud Functions, mais surtout, on répond à des événements. Donc là, pour illustrer, oui, je voulais l'utiliser d'ailleurs pour commencer même, hop. Pour illustrer certaines des nouvelles features que je vais faire, alors vous allez la voir tout à l'heure, hop. J'ai créé une petite application il y a un petit moment qui permet en fait de partager des images. Donc vous pouvez aller dessus, la peakdaily.appspot.com, ça c'est une application App Engine. Enfin, le front-end, en tout cas, web et App Engine. Alors, je ne sais pas si elle est déjà affichée. Et puis là, je ne reçois pas bien le réseau. On va voir si ça marche. Donc, c'est une application qui vous permet, alors, avec votre téléphone, votre laptop ou autre, de prendre des photos et de les partager de manière anonyme, parce que je n'ai pas mis de gestion de compte ou quoi que ce soit. On voit qu'il y a donc la photo qui s'affiche, on voit le petit bouton avec l'appareil photo en haut pour prendre la photo. On voit aussi des tags en dessous, des libellés. En fait, j'utilise l'API Vision pour savoir ce qu'il y a dans cette image-là. Et du coup, j'ai des tags qui me sont sortis directement. Donc, il y a la partie où en fait, je prends la photo quand je clique sur le petit appareil photo. Je peux naviguer aussi par tag et voir les tags qui sont les plus populaires. Et j'ai aussi une partie interface administration. Donc, je vais juste vous la montrer comme ça quand même rapidement ici. Donc là, je vais me mettre voilà, comme ça. Tiens, je vois qu'il y en a qui ont déjà mis quelques photos. D'ailleurs, elle est où? Ah voilà, c'est celle que j'ai faite de vous là à l'instant. Donc on peut faire des photos comme ça ici. Ah oui, hop, j'autorise l'utilisation de ma caméra. Bon, je vais mettre ma main là. On peut faire des photos. On peut donc voir les tags. Ça, c'est les tags les plus populaires. Donc à intervalles réguliers, je recalcule les tags les libellés les plus utilisés. Donc ça me permet aussi, par exemple, d'aller de catégorie en catégorie. Par exemple, je veux voir les boissons, je veux voir s'il y a des trucs orange. Bon, là, il est peut-être plutôt rouge, celui-là. Duck, tiens, je parie qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il n'y a qu'une photo avec un canard. Yellow, bon, c'est sympa ça. C'était à Devox, je crois.
Qu'est-ce que j'ai raconté d'autre? Et en fait, on voit aussi, par exemple, il y a une couleur qui est mise, tiens, ben voilà, qui est en fait la couleur dominante qui est autour des photos. Et ça, c'est l'API Vision qui me permet de faire ça. Ah, yes, j'étais bien là, c'est moi. J'ai une partie administrative, alors là que par contre vous ne voyez pas, il faut y avoir accès, qui me permet aussi, encore une fois j'utilise la, tiens il y a toujours un petit bug là avec certaines photos, il faut que je corrige, qui permet en fait de voir les photos qui sont publiées et de voir aussi celles qui ont été filtrées, parce que des fois, par exemple, bizarrement, celle-ci, elle est un petit peu trop osée et elle a été filtrée quand je l'ai prise en photo. Donc ça, vu que c'est anonyme, j'ai pas envie non plus que n'importe qui mette n'importe quoi sur mon appli de démo. Donc voilà l'application, ce qu'elle fait. Je crois que j'ai tout raconté dessus. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'architecture. Donc on a effectivement, donc quand vous allez avec votre navigateur ou votre téléphone, vous allez sur picadaily.appspot.com. En fait, vous tapez une application sur App Engine que j'ai développée. J'avais utilisé Java pour ce front-end web. J'utilisais un petit framework qui s'appelle Spark Java pour faire ça. Ensuite, je prends la photo. Donc, j'envoie en fait, l'application envoie la photo dans Google Cloud Storage. La photo est stockée. J'ai écrit aussi des métadonnées dans Cloud Data Store, donc qui est la base de données NoSQL. En fait, je mets des métadonnées, genre l'URL de la photo dans Cloud Storage. Et puis aussi, après, je vais renseigner d'autres informations, comme les couleurs dominantes, etc. Mais je vais y revenir. Cette photo, vu qu'elle a été stockée, ça réveille une Cloud Function que j'ai développé en Node.js et qui va réagir à mon événement qui arrive, c'est-à-dire « Ah, il y a une nouvelle photo, je réagis ». Cette fonction appelle la Vision API pour obtenir les libellés, là, les tags, pour obtenir la couleur dominante, pour savoir aussi si la photo doit être filtrée ou non, parce que je ne veux pas montrer tout et n'importe quoi. Et une fois que j'ai ces réponses-là, en tout cas de la Vision API, je mets à jour les métadatas, justement, avec les libellés, les tags, et les couleurs dominantes, etc. Par ailleurs, j'utilise un service qui s'appelle Cloud Scheduler qui me permet en fait à intervalles réguliers de lancer des tâches. Et en fait, ce que je fais ici, c'est que donc j'utilise Cloud Scheduler qui envoie un petit message par PubSub qui réveille une autre fonction qui, elle, va faire le calcul des tags, des libellés les plus fréquents et qui va les écrire dans une autre entité également dans Cloud Storage. Et pour finir, j'ai aussi la petite interface d'administration. Alors là, c'est encore une application Go, c'est un module, pardon, en Go de mon application et que j'ai écrit en Go, alors que l'autre module est écrit en Java. Donc même dans la même application App Engine, je peux avoir différents modules avec différentes versions et différents langages. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu le code et avant de parler plus spécifiquement des nouveautés, il y en a certaines que je vais aussi illustrer avec le code. Alors là, je vais utiliser Visual Studio Code. Je vais mettre ça en tout petit pour qu'on voit un petit peu la structure. Donc ici, là, j'ai mon application en fait d'administration qui va être en Go. Ici, j'ai mon front-end Java App Engine qui utilise le framework Spark Java. Voilà. Et là aussi, j'ai des fonctions. J'ai différentes fonctions. Donc, je vous montre d'abord rapidement l'application front-end en Java. On va passer par ici. Il y a un système qui me permet, alors je vais les mettre en plus petit pour que vous les voyez peut-être tous comme ça. J'ai en fait différents chemins dans mon application. Donc il y avait ceux pour voir tous les tags les plus populaires, de voir toutes les photos d'un certain tag. Il y a aussi une partie API. Alors l'API, il y a encore des sous-chemins là-dessous qui permettent en fait, là par exemple, je poste sur API/pictures pour poster l'image qui a été prise avec la caméra. Et je vais stocker dans Datastore différentes informations.
Picture, ça c'est les tags. Là, ici, il y a la partie pour voir les tags les plus populaires. Donc, c'est là où je vais pouvoir interagir aussi avec le data store après pour les stocker. Je vais vous montrer alors, si je peux montrer aussi l'admin, vu qu'on est côté App Engine. Donc là, je vais vous montrer lequel, celui-là. Donc là, j'ai du Go dans mon application et ça me permettait de voir les dernières images, voir ce qui est filtré ou non. S'il y a des images que je souhaite supprimer dans la partie administration, je peux le faire. Donc tout ça, c'est du Go. Je ne veux pas forcément rentrer dans le détail, mais lui aussi, le Go, par exemple, il va taper dans le data store pour voir la liste des images qui sont stockées. Et là, je vais passer sur les fonctions. Donc il y a en particulier deux fonctions que je vais vous montrer. Alors il y a celle qui calcule les libellés les plus fréquents. Donc là, j'utilise du Node.js. Là, vous allez voir ici, tiens, par exemple, j'utilise les variables d'environnement, qui est une fonctionnalité qui a été rajoutée il n'y a pas très très longtemps dans Cloud Functions. Je vais peut-être remettre un petit peu plus gros quand même, parce que le code est quand même petit. Et là, voilà, on retrouve des exports, des consoles.log et tout. J'utilise l'API Fetch pour récupérer, c'est quoi là ici? Ouais, c'est pour récupérer les tags dans la base de données, les lister, les trier, en calculer la fréquence, etc. Ah oui, non, ça, pardon, là j'interagis avec l'appli Java dans App Engine. Et ensuite, c'est cette fonction-là qui va stocker dans Datastore la fréquence des tags les plus populaires. J'ai un petit peu inversé. Et il y a l'autre qui est peut-être un petit peu plus complète encore, ici. Donc là, quand une image est stockée sur Cloud Storage, ça appelle la fonction qui va, à son tour, appeler la Vision API pour obtenir différentes informations. La liste des objets, des libellés, des choses qui ont été reconnues dans les images. Les propriétés des images, ça c'est ce qui me permet par exemple de connaître la couleur dominante dans mes images. C'est pour ça qu'il y avait une couleur autour de mes photos. Et aussi, j'utilise cette feature-là, cette fonctionnalité-là qui me permet de filtrer les images qui peuvent être osées, violentes, gore, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y avait dans la partie admin, il y avait un moment dans celle qui était filtrée, il y en avait une, alors c'était celle-là. En fait, de loin, ça ressemble un peu à du sang, mais en fait, c'était mon assiette avec des desserts, avec des fruits et de la confiture. Il y avait des cerises, des fraises et tout ça. Il a cru que c'était du sang, et c'est pour ça qu'il ne me l'a pas affiché dans mon application. Mais on ne sait jamais, si c'est du sang, on ne veut pas heurter les sensibilités, évidemment. Donc ça avait été filtré automatiquement. Et après, donc, je récupère donc j'appelle l'API, je récupère les informations et je peux ensuite mettre ces détails-là, en tout cas, à nouveau dans le data store. Là, j'appelle encore data store, je récupère l'image associée et je mets les data, ce que m'a retourné la Vision API. Alors je ne sais plus ce que je voulais... Enfin, j'y reviendrai peut-être après sur le code pour illustrer certaines des nouvelles fonctionnalités qu'on a lancées dans Functions et dans App Engine. Donc qu'est-ce qu'on a lancé? Donc là, c'est la démo, vous pouvez jouer avec. Et on a vu par exemple une des nouvelles features dont je vais parler, c'était les variables d'environnement, on l'a vu déjà illustré dans le code. Donc déjà côté App Engine, donc là c'est un petit peu le menu et je reviens un petit peu plus en détail là-dessus. App Engine, historiquement, on mettait un petit peu de temps, on va dire, à sortir des nouvelles versions de nouveaux runtime, mais là, grâce à en fait une infrastructure toute nouvelle, sécurisée, vous avez peut-être entendu parler du projet gvisor qui permet de créer des sandbox pour faire tourner du code de nos utilisateurs, nos clients, vous. Et ça nous a permis en fait de pouvoir créer des runtime pour plein de langages différents beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que là on sort des nouvelles versions, puisque historiquement on avait commencé avec Python, on avait rajouté Java, et on rajoutait pas forcément des runtime très rapidement, mais là on a différentes versions de Node.js, Node.js 8, la version 10 qui est en bêta. Historiquement on avait Python 2, mais on est enfin passé à Python 3. On a la dernière version de PHP 7, alors je ne sais plus si c'est 7.2 ou
7.3, je ne sais plus, si, 7.2, peut-être bien, qui est en bêta. Go 1.11, on va avoir du 1.12 également. Java 8, là, ça fait un petit moment qu'il est là maintenant, ça fait 1 an ou 2 ans peut-être même d'ailleurs. On a même un ingénieur qui travaille sur App Engine Java qui est ici dans les équipes à San Francisco. Tu peux montrer, allez, lève ta main, Ludo. Donc il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que lui, il connaît encore mieux que moi ces runtime-là. Et justement, il a travaillé là, tout en bas à droite sur l'alpha de Java 11. Donc on va bientôt supporter Java 11. Sur Java 8, en fait, on utilisait, si vous vouliez développer du code, il fallait utiliser des frameworks Java qui supportaient l'API Servlet obligatoirement, alors que maintenant avec Java 11, vous pouvez faire tourner ce que vous voulez. Moi j'aime bien utiliser là, un petit framework qui s'appelle Micronaut et qui utilise Netty pour sa stack HTTP, networking, etc. Et du coup, on peut faire tourner, mais vraiment n'importe quoi. Donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé par faire tourner du Java 11 avec n'importe quel type de framework Java, ou Java ou les langages compatibles pour la JVM, Groovy, etc., je vous invite à vous inscrire. Ça, c'est l'URL qui vous permet de vous inscrire à l'alpha de ce nouveau runtime. Côté Cloud Function, c'est pareil, on a aussi donc des nouveaux. Donc on a sorti Node 8, Node, je ne sais plus 10, il est en bêta, il doit être en bêta aussi, je ne l'ai pas mis. Go 1.11, Python, c'est pareil. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a les mêmes versions côté Functions et côté App Engine. Donc quand on veut partager aussi du code, je sais pas, des librairies, des choses comme ça, les mêmes versions entre les différents runtimes, ça c'est plutôt intéressant. Les variables d'environnement, ça j'en ai parlé, on est dispo dans plein de data centers différents aussi là-dessus, depuis qu'on est en General Availability. Et je vais parler un petit peu aussi des nouvelles fonctionnalités sur le scaling, sur la sécurité, et puis là je ne le mentionne pas dans la suite, mais Cloud SQL Direct Connect, c'est ce qui permet de se connecter par exemple à nos bases de données MySQL et Postgres directement en fait sur par le réseau de Google au lieu de passer par des adresses IP publiques. Et ensuite, ce qu'on reverra un petit peu plus à la fin, on a annoncé l'année dernière, et on est encore en train de travailler dessus, il y aura des annonces là-dessus bientôt, sur ce qu'on appelle les serverless containers. Donc là, Cloud Function, on déploie des fonctions, App Engine, on déploie des apps, mais quid des containers? Vous avez des containers, des images Docker que vous souhaiteriez pouvoir faire tourner de la même manière aussi serverless possible que App Engine ou Cloud Functions. Et ben, on a sorti Serverless Containers sur la même infrastructure que des solutions comme App Engine et Cloud Functions. Et aussi, on a sorti, donc c'était là où j'illustre un petit peu le côté open, et je vais vous donner plus de détails encore une fois à la fin là-dessus. On a lancé un projet open source qui s'appelle Knative, qui permet vous-même de faire tourner des plateformes serverless sur vos propres clusters Kubernetes. Alors que ce soit des clusters Kubernetes qui tournent chez Google sur GKE par exemple, ou que ce soit chez vous dans votre propre infrastructure. Donc voilà, ça c'est le deuxième truc, et on verra ça à la fin. Donc les runtime, comme je disais, pour je commence par App Engine, Python 3.7. Donc on avait effectivement une vieille version Python 2, je ne sais plus combien, 5, historique, on pourrait dire, de Python. Donc là, cette fois-ci, et c'est la même version, comme je disais, sur Cloud Functions, Python 3.7, des deux côtés. On a la version, je sais plus si je crois qu'elle est encore en bêta, hein, la Go.1.11 qui est en bêta. Et on aura aussi une 1.12. Enfin, en tout cas, on suit beaucoup plus rapidement du coup les versions au même, pas forcément au même moment que la version de Go est sortie, mais rapidement, on essaie de suivre les dernières versions des langages qui sont sortis. Et donc là, je remets encore l'URL pour vous enregistrer pour l'alpha d'App Engine Java 11. Donc je vous invite vraiment à tester, à nous donner votre feedback. Parce que moi, à la base, je suis quand même plutôt un développeur Java, et donc je suis très content de voir qu'on supporte les versions LTS de Java.
Donc n'hésitez pas à vous inscrire là-dessus. Côté Cloud Functions, donc pareil, Go 1.11, là c'est un blog post qu'on a fait là il y a 2 semaines, 3 semaines, donc annonçant 1.11 sur Cloud Functions. Ce qui est intéressant aussi avec cette version-là, donc elle est en bêta, c'est que, donc là bon, c'est un Hello World tout bête, mais ah oui, c'est parce qu'il y a des petites animations qui arrivent. Donc on peut spécifier le runtime qu'on veut et non, je croyais que j'avais un... Enfin bref, je l'ai mis dans le titre, mais je croyais que j'avais du code illustrant ça. En fait, par rapport aux versions précédentes de Go, le support du vendoring, et il n'y avait pas encore les modules de toute façon, n'était pas idéal, tandis que là, on adresse aussi les problématiques de vendoring et de modules avec Go 1.11 avec ce runtime là. Donc ça peut être effectivement intéressant pour bien modulariser vos applications Go, etc. Côté Node, alors moi le code que je vous avais montré tout à l'heure pour mes fonctions par exemple, c'était, j'utilisais encore Node 6, je ne suis pas encore passé à Node 8. Donc du coup j'utilisais pas async await, mais maintenant, donc comme on le voit par exemple là ici, là vous voyez j'utilise le mot-clé async pour dire que c'est une fonction asynchrone, et je crois que j'ai du await quelque part. Non, j'en ai pas dans cet exemple. Il est où? Data. Ah oui, voilà, mon await il est là. Hop, pardon, je vais aller trop vite. Mon await il est là, et donc ça, ce qui est sympa avec async await, c'est le fait qu'on peut programmer un petit peu de manière impérative. Je caricature un peu, mais de manière plus impérative que de faire des callbacks, de chaîner des promises, etc. C'est une manière assez agréable et naturelle, en tout cas pour le cerveau, de penser, malgré le fait qu'on utilise effectivement des fonctions asynchrones. Donc ça, c'est plutôt cool pour Node 8. Les variables d'environnement, donc vous aviez vu dans le code, hein, je faisais process env et j'accède à la variable d'environnement. Donc quand on déploie des fonctions là, en utilisant l'outil gcloud en ligne de commande, je peux spécifier des variables d'environnement. Je peux aussi spécifier, donc si on a différents fichiers YAML qui contiennent des variables différentes en fonction, là je suis plutôt en mode debug, là je suis plutôt en prod, donc je vais rajouter des choses ou pas. Donc on peut spécifier un fichier, et donc il y a aussi d'autres flags, supprimer, mettre à jour, effacer toutes les variables d'environnement. Et du coup, oui, là, donc là je ne remettais pas l'exemple, mais vous l'aviez vu tout à l'heure. C'était dans lequel? C'était peut-être dans l'autre, celle-ci, où on avait, voilà, moi j'avais besoin de mon endpoint en variable d'environnement. Et du coup, je l'avais mis là, ou sinon je mettais une valeur par défaut qui est celle que j'utilise d'habitude. Mais si je veux avoir plusieurs environnements pour tester mes trucs, c'était pratique d'utiliser les variables d'environnement. Donc juste process, env, et puis le nom de la variable d'environnement. Hop. Alors, un truc qui était... donc les fonctions, comme App Engine aussi, scalent de 0 à n. Donc si... personne n'utilise vos fonctions, vos apps, ça vous coûte rien, il n'y a rien qui tourne, c'est cool. Après, il y a des événements ou des requêtes qui arrivent, donc on va instancier des fonctions ou des apps. En fait, ce qui pouvait arriver quand on utilisait des fonctions qui individuellement allaient, par exemple, utiliser une base de données Cloud SQL, on pouvait, si d'un seul coup il y avait beaucoup d'utilisateurs qui arrivent, on pouvait éventuellement avoir beaucoup d'instances qui, de la même fonction, hein, qui utilisaient une connexion à la base de données et qui utilisaient beaucoup trop de connexions justement à la base de données. Donc là en plus on a un contrôle qui nous permet de dire ah oui mais attendez, ne mettez pas plus de 100 fonctions en parallèle pour traiter toutes les requêtes qui arrivent, puis les autres seront mises en QA, ou je ne sais pas comment on dit, elles seront traitées après, donc ce qui permet en tout cas d'être sûr qu'on ne va pas utiliser trop de connexions à une base de données ou à des ressources en tout cas qui n'ont pas les mêmes caractéristiques au niveau du scaling que App Engine ou Cloud Functions. Un petit peu plus rapidement sur la sécurité.
Donc il y a deux. Alors je sais plus, je commence par lequel. Ouais. Donc, alors je crois que dans mon application, on le verra. Ouais, on le voit pas vraiment ça. Mais ce qui peut arriver en fait, c'est que donc imaginons qu'on a en fait, on veut restreindre les droits que certaines fonctions ont. Parce que à l'origine, quand on avait lancé Fonction, il n'y avait pas encore toutes ces finesses au niveau sécurité, IAM, droit, etc. Et en fait, les fonctions héritaient du même droit, enfin de droits très larges finalement, euh, de tout le projet GCP que vous aviez. Donc là, on a rajouté IAM, donc tout ce qui est droit, autorisation, profil, etc. Et ce qui permet, par exemple, de dire, bah, là, j'ai une fonction et je veux qu'elle puisse être, par exemple, pour les fonctions HTTP, les fonctions qui répondent à des requêtes HTTP, je veux que cette fonction puisse être appelée par n'importe qui. Bon, ça, OK, all user. Je dis que tous les utilisateurs, donc c'est la première, hein, le premier exemple ici, ont le droit d'invoquer mes fonctions. Mais je pourrais dire, ah bah ouais, mais non, cette fonction HTTP là, il n'y a qu'un utilisateur de mon projet avec un certain rôle qui a le droit de l'appeler. Donc imaginons cette première fonction peut être appelée par tout le monde, mais peut-être qu'une autre fonction, ma deuxième fonction, je veux qu'elle n'ait le droit que d'invoquer des fonctions, mais par exemple pas d'accéder à la base de données ou des choses comme ça. Donc je peux donner de manière très granulaire des droits à mes fonctions. L'autre aspect aussi, donc ça c'est donner des droits à une fonction, c'est de pouvoir donner des identités différentes en fait à nos fonctions. Donc là c'est un petit peu c'est proche du concept précédent, mais alors là dans mon exemple il n'y a que des membres d'un... Qu'est-ce que je faisais déjà dans celui-là des membres d'un certain groupe et d'un certain rôle qui peuvent invoquer mes fonctions. Euh, et l'autre, ouais. Donc là, je déploie une fonction avec un certain service account qui lui aussi a, par exemple, toute une liste de droits limitée. Donc il y a deux manières, suivant un petit peu comment vous gérez la sécurité, de spécifier ce genre de choses-là. Donc avec l'identité par fonction ou juste la granularité des accès. Bah oui, non, oui, d'accord. Il y avait le deuxième exemple où celui-ci, justement, je lui rajoutais le rôle d'accès aux bases de données. Donc voilà pour les petites nouveautés au-delà des différents runtime. En plus de ça, donc ça c'est des solutions serverless, mais on a également des services qu'on peut utiliser et combiner pour nos besoins serverless et qui ne sont pas des services pour lesquels on paye upfront pour pouvoir les utiliser, mais c'est vraiment encore une fois à l'utilisation. Donc Cloud Tasks pour distribuer en fait des tâches en parallèle de manière asynchrone. Donc typiquement des choses que vous voulez faire, je sais pas, un peu en batch, des choses comme ça. Donc on a Cloud Tasks, donc qui faisait partie des runtime historiques App Engine, mais qui maintenant est aussi disponible pas que pour App Engine, mais pour Cloud Functions, mais aussi pour tous les autres solutions de compute de Google Cloud Platform. On a également Cloud Scheduler, ça c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré en fait la console d'administration de Google Cloud Platform. Hop, elle est ici. Tiens, ça c'est mes logs. Je voulais vous montrer mes fonctions, je les avais déployées par ici. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer tout ça. Là, c'est les fonctions que j'ai déployées. Il y a ici, il y a mes différents. Là, on passe dans App Engine, mes différentes. Alors, ils sont mes différents services. Voilà, c'est ici. Le service du front-end, l'application d'administration. Il y a les différentes versions. Il y a des trucs sympas aussi qu'on peut faire. On peut faire du traffic splitting entre différentes versions d'un même service. Donc, si vous voulez faire des choses un peu comme les blue-green deployment ou faire de l'A/B testing avec certains utilisateurs, ça c'est une super fonctionnalité. Et donc moi je voulais vous montrer
Donc là, j'avais aussi mis le storage. Cloud Scheduler, en fait, c'est ici. Ah oui, je crois, oui, j'en avais fait deux d'ailleurs. Donc à intervalles réguliers, je recalcule les tags, les libellés les plus fréquents. Donc là, visuellement, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose sur celui-là, mais donc on peut créer facilement des jobs avec, par exemple, la syntaxe cron ou aussi la syntaxe. Je crois qu'on supportait d'ailleurs la syntaxe d'App Engine, genre every 3 minutes, mais je crois qu'on dirait qu'il n'y a que cron là ici, je ne sais plus. Ok, donc ça c'est des services qui sont en complément, je dirais, de ce que propose Fonction ou App Engine et qui peuvent être sympas pour automatiser les choses, faire des choses à intervalles réguliers, etc. Et je vais finir donc là sur les nouveautés, les choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles il y aura encore pas mal d'annonces à venir. Les serverless containers. Donc chez Google, en fait, tout tourne plus ou moins sous forme de containers. On lance des tonnes et des tonnes, des milliards de conteneurs par... Là, je ne sais même pas si le chiffre est à jour, mais c'est 4 milliards de containers par semaine au moins. Et en fait, donc on a vu qu'il y avait des applications qu'on pouvait déployer, des fonctions qu'on pouvait déployer, mais on voulait aussi pouvoir proposer à nos clients, à nos utilisateurs, de déployer des containers. Donc si vous avez défini vos propres images Docker, on peut utiliser la même infrastructure et les mêmes caractéristiques de scaling 0 à n, etc., avec le même type de pricing. Donc si votre container n'est pas utilisé, ça ne vous coûte rien. S'il est utilisé, ce sera proportionnellement à vos nombres d'utilisateurs, de CPU ou autres. Donc ça, c'est nouveau, c'est assez sympa. Et contrairement à App Engine ou Cloud Functions, où nous, Google, proposait des runtimes bien particuliers avec des versions de langage bien particulières, là, du coup, vous avez tout le contrôle. Vous pouvez rajouter vos services, vos binaires, vos librairies natives dont vous avez besoin, etc. Donc vous avez encore plus de contrôle tout en ayant quand même les caractéristiques sympas du serverless qu'ont Cloud Functions et App Engine. Donc là, c'est pareil, vous pouvez vous enregistrer à ce lien-là, g.co serverless containers. Et donc on pourra déployer de la même manière. On peut pointer vers, si vous utilisez par exemple Google Container Registry pour stocker vos images, vous pourrez pointer comme ça vers vos images. Et l'autre chose, c'était sur les aspects plus d'ouverture pour éviter le lock-in. Donc on a lancé en fait un projet qui s'appelle Knative. Et également un add-on pour Knative pour Kubernetes Engine qui permet de faire tourner Knative sur GKE. Alors qu'est-ce que c'est que Knative? En fait, Knative, alors c'est pas un produit, c'est plus une plateforme qui vous propose en quelque sorte des Lego pour faire tourner vos workloads serverless sur un cluster Kubernetes. Donc il y a trois grands composants. Il y a la partie build qui permet de créer finalement les images qui vont être déployées sur votre cluster. Il y a la partie serving, donc qui sert les requêtes HTTP, etc. Et on a aussi une partie events, un bloc events qui permet de gérer des événements. Par exemple, moi, dans mon application, je réagissais à des images qui sont stockées dans Cloud Storage ou je réagissais à des messages qui passent sur PubSub. Donc, c'est vraiment des briques qu'il faut composer soi-même, son équipe IT, ses ops, et on peut faire tourner finalement la même chose chez soi que dans des plateformes cloud, dont des produits comme GKE. C'est un projet collaboratif dans le sens où on a travaillé, c'est pas que Google qui l'a fait, mais on a travaillé avec d'autres entreprises, SAP, Pivotal, IBM, Red Hat. Enfin maintenant, peut-être que je devrais mettre le même logo pour les deux en bas, ou mettre un chapeau bleu, je sais pas. Par exemple, SAP, ils ont du coup créé leur propre solution serverless sur leur infrastructure. Pivotal, tout ce qui est RIF, etc. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont aussi rétrofité ça sur Knative. Donc il y a, ou si vous allez à des conférences comme KubeCon, il y a énormément de talks sur le sujet, parce que beaucoup de clients veulent pouvoir tourner
de manière serverless leur code sur des clusters Kubernetes. Donc c'est un projet open source qui est plus peut-être à destination encore une fois des ops que des développeurs, mais les développeurs vont être les clients de cette infrastructure-là. Et du coup, c'est encore une autre manière de déployer son code, ses applications, de manière totalement portable au travers de différents cloud providers, ou que ce soit on-premise ou dans le cloud, et de le faire un petit peu à votre propre sauce. Donc Knative à suivre, donc beaucoup de développement autour de ça. Et donc on a l'add-on, c'est une sorte de plugin si vous voulez, pour Google Kubernetes Engine, GKE, qui permet de faire tourner Knative dans GKE. Donc ça utilise Istio, ça utilise tout un tas de choses assez sympathiques là-dessous. Donc comme on avait tout à l'heure la commande pour déployer des fonctions, enfin équivalentes en tout cas, là c'est pareil, vous pourrez dire je veux déployer sur mon cluster en rajoutant un flag. Voilà, on arrive vers la fin. Je vous encourage à aller voir là tout à l'heure à je crois midi 50. Il y a un hands-on sur Cloud Functions. Donc si vous voulez mettre les mains dans le cambouis et apprendre à utiliser Cloud Functions, vous pouvez aller assister à ce hands-on. Donc par nos amis de Xebia. Et il y a aussi un autre talk en fin d'après-midi par mon collègue Alexis, qui lui, il va réutiliser d'ailleurs la même application que moi, mais vous allez voir d'autres aspects justement sur tout ce qui est les aspects DevOps en fait derrière serverless, et on va parler de SLO, de budget d'erreur, on va parler de tout un tas de choses intéressantes qui permettent de monitorer, de gérer vos applications, vos fonctions serverless. Je vous rajoute encore là quelques petits liens, donc ceux que j'ai évoqués dans la présentation. Et si vous avez, combien de temps j'ai j'ai un peu de temps pour des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, non, les office hours, c'est quoi? Pardon, je dis des bêtises. Comment ça marche, les questions? Déjà, merci pour ton sujet. Merci. N'hésitez pas à lui laisser des commentaires sur sa présentation à l'extérieur de la salle via les grands papiers et les gommettes. Cool. Pour les questions-réponses, ça se passe à l'office hour, donc c'est à l'extérieur de la salle, sur votre droite, dans la grande salle, sur le comment ça s'appelle, sur l'estrade. Ah d'accord, c'est là, sur l'estrade. Ça marche. Voilà, c'est ça. Ok, bah Merci. Merci encore.